Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes, comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Sophie Primas, sénatrice Les Républicains des Yvelines. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 54 ans, vous êtes ingénieur agronome de formation, adjointe au maire d'Aubergenville à partir de 2001. Vous devenez maire de cette ville en 2014. En 2007, Henri Cuc, qui est alors député de la 9e circonscription des Yvelines, vous demande d'être sa suppléante à l'occasion des élections législatives, lors desquelles il est réélu. Et à son décès, qui survient en 2010, vous lui succédez au Palais Bourbon. Vous êtes ensuite élue sénatrice, c'était en 2011, sur la liste de Gérard Larcher. Vous êtes également première vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise depuis janvier 2016 et secrétaire départementale de la Fédération Les Républicains des Yvelines depuis février de cette même année. Avec vous, nous allons entre autres parler logement, ruralité, agriculture bio et bien entendu élections présidentielles et sénatoriales. L'Hebdo Politique sur Sensation. Mais avant tout cela, puisque c'est arrivé il y a quelques heures, on va partir un peu plus loin que notre pays avec les élections américaines et l'élection de Donald Trump, ce que personne n'attendait, ni les journalistes, ni les sondeurs, ni les politiques. Quelle est votre sensation à quelques heures de ce résultat ? Alors c'est vrai que c'est plutôt une grande surprise pour tous ceux qui regardent la politique américaine depuis très longtemps et puis tous ceux qui font la politique américaine, les journalistes, l'élite, on va dire, et qui commentaient les élections américaines. Moi, je me suis couchée mercredi soir ou mardi soir en entendant que 90% de chance, avec 90% de chance, Hillary Clinton serait élue. Et puis je me suis réveillée avec 95% de chance que Trump soit élu dans les minutes suivantes. Donc ma réaction, elle est d'abord mesurée, puisque c'est un choix souverain du peuple américain et qu'il faut le respecter. Alors, est-ce que pour autant l'homme me plaît ? Non, l'homme ne me plaît pas. En tout cas, l'image et l'écume de l'image qui nous est arrivée des États-Unis ne me plaît pas. C'est un homme d'excès, c'est un homme dont on peut douter du comportement, de la ligne politique, de la colonne vertébrale politique, d'après ce que l'on voit, d'après ce que l'on entend en provenance des États-Unis. Pour autant, il a été élu et nous devons respecter ce choix des Américains. Et je crois que la réaction un petit peu timorée de notre président de la République n'est pas à la hauteur. Parce que quand on est un chef de l'État, on respecte les autres chefs de l'État, même si les conditions de l'élection ne nous plaisent pas, même si l'homme ne nous plaît pas, même si la ligne politique ne nous plaît pas. On a le devoir, dans une grande démocratie, de respecter les autres démocraties. Évidemment, ça fait écho à ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer en France, nos prochaines élections présidentielles. Est-ce qu'il faut aussi avoir peur et peut-être écouter un peu plus le peuple que nos politiques nous écoutent ? Alors que nos politiques, ou je dirais pas que les politiques, je dirais, pardon, mais aussi les journalistes, aussi les intellectuels, aussi les experts, tous ceux qui ont un avis sur la politique et sur l'état d'esprit des Français doivent un peu ouvrir leur chakra, si vous me permettez cette expression. Je crois qu'à la fois le Brexit puis l'élection de Trump aux États-Unis doit nous montrer à quel point il y a partout des citoyens, qu'ils soient américains, qu'ils soient anglais, qu'ils soient français, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans le choix politique qu'il leur est offert et qui aujourd'hui réclament leur droit à la différence, leur droit à l'expression, quitte ailleurs à porter leur choix sur des gens qui ne leur correspondent pas forcément, mais qui ont un comportement et un discours différents. Et alors, comment faut-il se comporter vis-à-vis de ces gens-là ? Que faut-il leur dire pour justement ne pas les faire basculer vers ces extrêmes ? Je crois qu'il faut leur dire la vérité. Vous savez quelle est ma position politique sur les élections primaires de la droite et du centre. On y vient. On y viendra certainement, mais je crois qu'il faut arrêter de promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Et je pense très honnêtement qu'il faut avoir un langage de vérité vis-à-vis des Français en leur racontant exactement ce qu'est notre pays, là où il en est, là où sont ses défauts. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de métropoles, on métropolise. Encore hier, dans le Sénat, alors que Trump venait d'être élu, par les territoires, nous disait-on, déshérités de l'Amérique, eh bien, on était encore en train de se demander s'il fallait faire d'autres métropoles en France, si de 2 ou 3 métropoles, il fallait qu'on passe à 22 métropoles.
écrasant encore plus le milieu rural, n'écoutant pas la volonté de proximité du peuple. Et c'était un petit peu surréaliste ce débat. Alors, vous l'avez dit, donc c'est très clair, vous soutenez depuis le début François Fillon à cette primaire des Républicains. Je ne vais pas revenir sur son placement, puisque maintenant, il ne faut vraiment plus parler de ce qui est décidé. Au moins, on prend ces précautions-là maintenant. Voilà. Mais en tout cas, ce que nous dit en général les électeurs, c'est qu'ils en ont un peu assez des élites et ils en ont un peu assez de ceux qui sont là depuis longtemps. François Fillon, il a l'expérience, il est vrai, mais il est en politique depuis longtemps. Il a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce qu'il peut se positionner différemment dans cette primaire et apporter quelque chose de nouveau ? Alors moi, je crois que François Fillon, au contraire, a un positionnement qui est un positionnement en capacité de rassurer les Français. Les gens nous disent souvent, oui, vous êtes là depuis très longtemps en politique. En réalité, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les gens qui font beaucoup de bruit tout en haut de l'échiquier politique. Ça, c'est pour Sarkozy, ça ? Non, pas que. C'est pareil à gauche, c'est pareil à droite. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui font beaucoup de bruit, qu'on entend beaucoup et qui fatiguent en réalité et qui abîment le discours politique. François Fillon, c'est quelqu'un qui est un élu de territoire. D'abord, je pense que c'est le seul qui est vraiment un élu de province, de la Sarthe, exactement, et dans lequel il a eu à peu près tous les mandats. Et ça, c'est très important pour les Français. Vous savez que le mandat auquel on fait le plus confiance et l'homme politique auquel on fait le plus confiance, c'est le maire. C'est pour ça que nous sommes au Sénat si attachés aux collectivités territoriales et aux mairies et aux communes. Il a été maire, il a été conseiller général, il a été président de conseil départemental, il a été conseiller régional, donc il connaît bien la mécanique. Et il a été évidemment ministre plusieurs fois et Premier ministre. Il connaît bien la mécanique française. Et comme il connaît bien la mécanique de l'administration française et de la politique française, il fait aujourd'hui le bon diagnostic à la fois sur les maux de la France et sur la méthode pour corriger les maux de la France. Même si on n'a pas été dans les débats qu'on a connus, encore une fois, aux États-Unis, il y a eu quand même des tensions et des petites piques qui ont été lancées entre les candidats. Est-ce qu'il va pouvoir y avoir un rassemblement facile une fois que le candidat de la primaire sera désigné ? Bon, alors, en préalable, avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que quand on regarde le débat américain et quand on regarde le débat en cours sur les primaires de la droite et du centre, je pense que les Français peuvent mesurer l'écart de niveau. Quels que soient un petit peu les pics, comme vous les appelez, entre les candidats, il y a vraiment un écart qui me paraît être flagrant. Alors les pics, évidemment, on se donne des petits coups de pied dans les chevilles, mais je trouve, et pour être très honnête, moi, je n'étais pas une très très grande fan des primaires, et je trouve, parce que j'avais peur qu'on se redivise, qu'on connaisse ce qu'on a connu il y a quelques années. C'est le risque de ce C'est bien sûr le risque, et on avait tous très très peur de ça, et je trouve que les candidats se tiennent bien. Alors évidemment, comme je vous le disais, on se donne des petits coups de pied de temps en temps, des petits tacles comme au football, mais je pense qu'en réalité, le débat est d'un bon niveau. Et pour peu qu'on dégage un petit peu les cornets de frites, le pain au chocolat, etc., on arrive à trouver des programmes derrière et des hommes qui sont des hommes et des femmes, et une femme d'État. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors sur notre capacité de rassembler au deuxième tour des primaires, d'abord, on n'a pas le choix. Donc c'est dans notre responsabilité politique d'arriver à cette union. Ça sera plus ou moins facile en fonction du candidat qui sortira, c'est clair. Il y a aussi une autre leçon, alors parallèle à ces primaires, c'est que ces débats sont très suivis. Lorsqu'il y a des meetings, lorsqu'il y a des réunions, il y a du monde qui vient. Oui. Et ça ne se retrouve pas forcément dans les urnes, puisqu'on attend encore, enfin je ne sais pas, encore une verra. fois, mais enfin on verra. Mais bon, c'est vrai que souvent les Français ne vont pas en grande majorité voter, ou en tout cas la moitié reste chez lui. Est-ce que, qu'est-ce que ça peut nous apprendre ? Ça veut dire, c'est quand même positif, ça veut dire que les Français s'intéressent à la politique, Les à Français, leur avenir, bien sûr, les Français. et continuent à vous faire confiance. Les Français adorent la politique. Ils s'expriment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'expriment assez bruyamment à propos de leurs hommes politiques qui voudraient toujours plus percutants, toujours plus, je ne sais pas, laver plus blanc que blanc. Mais en tout cas, ils adorent la politique. Ils adorent parler politique. Et même quelquefois, moi je voudrais décrocher de temps en temps, quelques heures, le week-end, etc. Mais non, parce qu'en fait, les gens viennent vous parler et ils vous parlent politique. Ils adorent ça. Ils adorent parler de leur pays. Et ils sont conscients que les enjeux sont extrêmes à ce moment-là de la vie de notre nation. Mais au moment de voter, ils ne se déplacent pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, on Les verra. dernières élections, on va dire. Oui, les dernières élections, mais vous savez, l'élection présidentielle, c'est toujours une élection particulière. Et c'est une élection dans laquelle il y a quand même des taux de participation qui sont très importants parce que dans notre nouveau système et dans notre nouvelle constitution, et notamment depuis le quinquennat, le président de la République est vraiment un homme clé ou une femme clé dans l'avenir du pays. Et je pense que les Français le savent. Et donc, j'ose espérer que la participation sera à la hauteur des taux d'audimat des émissions. Alors, il y a une autre élection qui vous intéresse, évidemment, c'est les élections au Sénat qui vont Oui, également arriver. Alors, je vous cite, vous avez déclaré, ce n'est pas un secret, je serai candidate avec oui. Gérard Larcher. Ça veut dire que vous êtes déjà en campagne? On est tout le temps en campagne. Quand on est sénateur, on s'occupe, vous savez qu'on est élu par les grands électeurs, hein, c'est un suffrage indirect. Voilà, on représente les collectivités territoriales et donc à ce titre, nous sommes élus par les élus. Et notre rôle, c'est en permanence de sentir les pulsions de la France au travers de ce filtre. Gérard Larcher dit que c'est un filtre non déformant, mais il a raison, c'est un filtre non déformant des pulsions de la France. Et nous sommes tout le temps, en réalité, en campagne, puisque recevoir les maires, les rencontrer, travailler avec eux sur leurs dossiers locaux, mais aussi sur des dossiers plus globaux, au moment des réformes territoriales très nombreuses depuis 2010, trop nombreuses depuis 2010, on voit bien que la reconstitution de notre organisation territoriale était un enjeu extrêmement fort pour les élus. Donc on ne cesse jamais, quand on est sénateur, d'être en campagne. Et vous espérez, vous l'avez dit aussi, un grand chelem dans les Yvelines. Ça veut dire que vous, en creux, vous espérez une défaite de la gauche et vous souhaitez... Non, je n'espère jamais la défaite de qui que ce soit. J'espère la victoire, Ouais. effectivement, de nos idées. Mais Oui, je pour préférerais. vous, le pays se porterait mieux si c'était... Oui, oui, bien sûr, parce que les décisions qui ont été prises pendant le dernier quinquennat, pardon, lapsus révélateur, quinquennat, ne correspondent pas à l'idée de ce l'idée que j'ai, pardon, j'en bafouille, des méthodes pour redresser la France. Voilà, donc je pense qu'il faut être beaucoup plus courageux, il faut faire des réformes beaucoup plus profondes de notre pays, et ce sont des réformes qui aujourd'hui sont attendues par les Français, même s'ils savent que ça va être un petit peu compliqué. Et est-ce que c'est faisable? Comme on dit, la réalité du pouvoir fait que... Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce que vous dites que les Français sont d'accord? On dit aussi que la France est un pays difficile à réformer. La France est Nicolas un pays, Sarkozy n'a pas été jusqu'au bout, ni François Fillon en son temps, ni Alain Juppé en son temps. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. François Fillon a fait des réformes quand il était ministre, sur lesquelles il est allé jusqu'au bout de ses réformes et sur lesquelles il n'a pas plié. Et après, il y a, quand on est Premier ministre, des arbitrages à faire avec le président de la République. Et le gouvernement ne gouverne pas tout seul. Et ces arbitrages, il les a fait avec le président de la République. Et quand il a arrêté certaines réformes, il l'a fait en accord avec le président de la République. Mais vous savez, il y a une réforme qui a été menée jusqu'au bout, qui est celle que Valérie Pécresse a fait sur les universités. Et Valérie Pécresse nous disait souvent, après cette épreuve de la réforme sur les universités qui a été extrêmement dure, que François Fillon d'abord l'avait énormément soutenue pendant cette réforme, et qu'une réforme, c'est un peu comme un élastique. On tire, et on sent qu'à un moment, il faut qu'on arrête de tirer, parce que sinon, ça va éclater. Donc voilà, les réformes, c'est ça. Vous me tendez une perche, Valérie Pécresse, qui à l'époque effectivement était derrière François Fillon et qui l'a lâché au profit d'Alain Juppé. Ça a changé quelque chose ces derniers jours? Écoutez, non. Déçu d'abord? A priori. Alors, à titre personnel, oui, je suis déçue. D'ailleurs, je lui ai dit, parce que nous nous connaissons bien, et je suis d'une fidélité totale pour Valérie Pécresse, qui fait un boulot incroyable à la région, qui bouge les lignes, hein, véritablement, dans le quotidien des Franciliens. Donc, je lui ai dit, on a eu cette conversation toutes les deux, et je la garderai évidemment pour moi. Ça ne change évidemment pas mon positionnement à moi, ça ne change pas le positionnement d'autres proches de Valérie Pécresse. Je crois que vous recevez Pascal Thévenot, voilà, qui est aussi un supporter de François Fillon. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, son choix intervient très tard, en réalité. Nos opinions étaient forgées, les écuries, si je peux dire, de chaque candidat étaient déjà en marche, et pour de nombreux Français, le choix était déjà pratiquement fait. Et donc, en réalité, cette prise de position, elle vient tard, et à mon avis, ne changera pas les positions. Sophie Primas, on passe maintenant à l'actu locale. L'hebdo politique. Alors, il y a quelques jours, des élus de Maurepas, notamment, ont manifesté pour s'opposer à l'accueil de migrants.
qui étaient évacués du campement de Stalingrad pour qu'ils puissent s'installer dans un gymnase réquisitionné par la préfecture des Yvelines. Ils ont peur, disent-ils, que cela nuise aux habitants. Est-ce que vous partagez cette crainte? Ce que je partage, c'est la colère des élus qu'on n'a pas consultés. Voilà. C'est ça que je partage, cette méthode gouvernementale qui a dit au Qui impose. préfet, allons-y, on y va, on ne demande pas l'avis des élus. Du jour au lendemain, on annonce au maire que le lendemain, il y aura 200, 300 personnes qui vont arriver dans sa commune, qu'on réquisitionne un gymnase. Donc ça, c'est vraiment insupportable parce que les élus locaux sont des grandes personnes. Ce sont des gens responsables, ce sont des gens qui ont de l'empathie, ce sont des gens qui ont de la générosité, mais simplement, il faut les prendre en considération. Donc je pense que les réactions vives, et peut-être trop vives de certains élus, vient principalement de ce mépris de l'État vis-à-vis des élus locaux. Voilà. Alors, la question des migrants, elle est compliquée, elle est difficile, elle est cruelle, parce que c'est des êtres humains qu'on a en face de nous, et qu'on ne peut pas laisser des êtres humains dans la rue, par ce froid, à Calais. Enfin, c'est absolument... Vous êtes d'accord qu'il fallait démanteler et Calais et Stalingrad? Bien sûr, on ne peut pas laisser des gens, des enfants, des hommes, des femmes dans la rue. Enfin, c'est pas possible. C'est pas la France. Enfin, c'est pas la France qui, moi, est mon idéal. Donc ça, c'est pas possible. Après, il faut être aussi volontariste dans la façon dont on fait les choses. Il faut le faire avec les élus, il faut leur demander leur avis, il faut leur demander des solutions, et les solutions, les élus les trouveront. Voilà. Et puis, il faut être volontariste sur les migrants, en séparant ceux qui sont des vrais droits d'asile et ceux qui sont de l'immigration clandestine. Voilà. C'est extrêmement important de dire ça parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis des années, qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir des places libres dans les centres d'accueil et de pouvoir correctement recevoir les personnes qui sont en demande d'asile sur la France. Or, on ne le fait pas depuis trop longtemps, donc on a des centres d'accueil qui sont sursaturés, complètement sursaturés, et aujourd'hui on est en panique parce qu'on n'a pas traité le problème depuis longtemps. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, il faut accueillir les gens qui sont dans la rue, parce que c'est pas possible qu'en France les gens dorment dans la rue de cette façon-là. Et puis ensuite, il faut vraiment faire le travail à la fois sur l'immigration clandestine, sur le retour au pays de ceux qui n'ont pas vocation à rester en France, et sur l'accueil de ceux qui sont des véritables demandeurs d'asile et qui fuient la guerre, les persécutions politiques et qui fuient la mort. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire quand même tourner un peu la vis vis-à-vis de ces personnes qui arrivent clandestinement en France. Il faut s'assurer que ce ne sont pas des clandestins, que ce ne sont pas des gens qui viennent de pays dans lesquels ils peuvent retourner, que ce sont vraiment des demandeurs d'asile au sens légal du terme. Alors, puisqu'on parle logement, le Sénat a rejeté le 27 octobre dernier une proposition de loi, et vous aussi d'ailleurs, je crois, qui visait à garantir la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express. Oui. Alors, au-delà de ce vote un peu marginal, on ne va pas re-rentrer. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le logement, c'est un enjeu primordial pour les Français, pour leur intégration, pour leur vie quotidienne? C'est même l'enjeu principal, un des enjeux principaux, un des enjeux économiques principaux et sociaux principaux. Et vous faites référence à cette proposition de loi de mon collègue Favier, en fait, collègue communiste Favier, qui avait pour objectif de dire dans toutes les gares du Grand Paris Express, ce grand métro qui va relier les banlieues à banlieues, on doit, dans le périmètre des gares, faire absolument 30% de logements sociaux sur les périmètres de 400 mètres des gares. C'est une proposition qui n'a pas de sens au sens de la mixité sociale. Bien sûr qu'il faut faire des logements sociaux dans la région parisienne où on a de très grands besoins et qu'il faut répartir cet effort de logements sociaux partout sur l'Île-de-France. Là, cette proposition, elle ne prenait pas en compte, par exemple, des communes dans lesquelles on va avoir une gare du Grand Paris Express et où on a déjà 80% de logements sociaux. Donc, il faut vraiment travailler la mixité. Et travailler la mixité, c'est pas rajouter des logements sociaux là où on en a déjà 80%, parce que finalement, on fait des ghettos et on refait les bêtises qu'on a fait dans les années 70 quand on a fait les grands ensembles et qu'on a mis tous les gens qui étaient socialement en difficulté tous ensemble ou qui venaient tous de l'immigration tous ensemble. Donc on ne va pas refaire ça, il ne faut pas refaire ça. Il faut travailler une vraie mixité sociale. Et ça, c'est un peu plus compliqué que d'affirmer comme ça des lois un petit peu tranchantes avec une uniformité d'exécution partout sur tous les territoires sans tenir compte de la capacité de ces territoires.
Alors, autre sujet qui vous concerne, puisque je disais vous êtes ingénieur agronome de formation, c'est l'agriculture bio. En plus, vous Ouais, êtes maire d'une ville 12 000 habitants, c'est ça? c'est ça. Voilà, donc une ville, on peut dire rurale. Euh, le Sénat a voté aussi, j'ai vu ça, contre un article de loi qui permettait l'introduction du bio dans les cantines. Ouais. Alors, là, pour le coup, on est à l'envers de ce qu'on nous dit depuis longtemps, qu'il faut absolument aider l'agriculture bio et la faire connaître aux enfants. Alors, moi, j'ai voté contre cette disposition. J'étais même assez farouchement opposée dans les débats. Expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, je considère que dans un pays où on nous dit sans cesse qu'il y a trop de normes, dire aux maires, il faut introduire 20 ou 30% de produits bio dans votre restauration collective, voilà une belle norme, au passage. Bon, j'évacue ce problème des normes qui pourrait être à la marge. Le problème de cette proposition, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de produire 30% pour alimenter l'ensemble des cantines françaises en bio. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Eh bien, les grandes entreprises de restauration collective, Sodexo, Elior et compagnie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont se conformer à la loi. Et donc, ils vont aller chercher du bio dans des pays européens extérieurs à la France. Ils vont créer des filières d'importation du bio de pays qui, d'ailleurs, au passage, n'ont pas forcément les mêmes cahiers des charges sur le bio que ceux qui sont en France. Alors, il faut Et résultat, on va avoir du bio qui sera pas européen et qui sera exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, au lieu d'imposer aux maires d'avoir 30% de bio ou 20% de bio dans les cantines, c'est d'abord de les laisser tranquilles parce que les maires, ils ont la pression sociétale. Bien sûr, les parents, ils demandent du bio dans les cantines. Donc laissez faire les maires tranquillement, avec en pleine responsabilité là aussi. Et surtout, il faut travailler à créer des outils agroalimentaires, des entreprises agroalimentaires qui seront en capacité de permettre aux agriculteurs bio d'avoir des débouchés qui soient ensuite possibles pour les grands restaurateurs et la restauration collective. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre en place l'outil pour permettre aux agriculteurs de générer leur flux. Le bio n'est pas encore très introduit en France. Il n'y a pas encore, malheureusement, pour ceux que ça intéresse, beaucoup d'agriculteurs qui s'y conforment parce que c'est compliqué, parce que c'est cher. Qu'est-ce qu'il faut faire justement, vous qui êtes Alors, il y en a de plus en plus. Hein, et Oui, vous c'est savez vrai, qu'il y a c'est des en fonds, augmentation. voilà, il y a des fonds Européen, européens qui permettent de se transformer d'une agriculture conventionnelle en agriculture bio. Et il n'y a plus aujourd'hui de budget sur cette ligne-là parce que tellement il y a des demandes de conversion. Donc, c'est plutôt un bon signe qui va dans le sens de la demande sociétale et qui va aussi dans la demande de l'amélioration pour les agriculteurs de leurs revenus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui manque fondamentalement, c'est entre les agriculteurs bio et le consommateur, qu'il soit usager d'un restaurant collectif ou qu'il soit dans la distribution, il manque l'intermédiaire. Il manque les entreprises agroalimentaires qui sont capables de mettre en sachet des légumes bio. Parce que quand vous êtes... moi, je suis dans une plaine maraîchère. J'ai à côté de chez moi un agriculteur qui fait des carottes bio. C'est très, très bien. Sauf qu'on ne mange pas tous les jours des carottes bio. Il faut des pommes de terre, il faut d'autres légumes. Et donc, il faut avoir la capacité d'avoir un outil agroalimentaire qui alimente, les restaurateurs. Donc, il faut absolument, si vous voulez, créer cette industrie agroalimentaire, cette industrie de transformation, et ensuite les choses se feront. On le disait, enfin je le disais, vous êtes donc maire d'une ville rurale. Le département des Yvelines est très partagé au niveau territoire, justement, entre ruralité et plus des villes. Il y a cet accord maintenant, ces prochains accords avec le département des Hauts-de-Seine, qui lui est très Urbain. Très urbain. Voilà. Comment est-ce que ces villes comme la vôtre ou comme d'autres peuvent continuer à vivre et que vous disent les habitants Alors, il de y a eu leur futur, de leur avenir? Oui, il y a une réaction très épidermique, en fait, de la partie rurale, hein, à l'annonce d'une éventuelle Du fusion rapprochement avec le 92. avec les Hauts-de-Seine, effectivement. Mais en réalité, c'est une que je ne balaye pas du tout, hein, parce que sinon je me serais en contradiction à ce que je vous ai dit tout au début Oui, sur la ruralité. sur la ruralité, voilà, et les territoires oubliés. En réalité, je pense qu'on a cette réaction depuis toujours, et notamment depuis la création des intercommunalités. Moi, je faisais partie d'une toute petite communauté de communes. Nous étions 5 communes à l'origine. Il y avait ma commune qui fait 12 000 habitants et puis on avait 4 communes plus petites, etc. Et quand on a monté cette intercommunalité, la frayeur des 4 petites communes, c'était de se dire on va disparaître. Or, donner de la puissance à une organisation territoriale, c'est lui permettre de garder ses particularités. Parce que pour vivre,
les petites communes, elles ont besoin aussi de la richesse qui est générée au point de vue économique dans les communes plus importantes. Et en fait, c'est cette péréquation de richesse, cette péréquation de services qui permet aux communes rurales de rester, de garder leur identité et de les protéger d'une invasion immobilière ou économique, et qui permet également de garder les espaces naturels et les espaces ruraux. Mais ça veut dire aussi parfois le départ des services, le départ du petit commerce, le départ de la poste, dans Alors, ces c'est petites, pas lié à une fusion avec le département Non, du là je parle 92 plus ou du 78, plus de voilà. l'équilibre. Moi, je trouve que ça, c'est un point qui est très, très intéressant, parce qu'avec la ruralité, on peut être plein de nostalgie. Et les assises de la ruralité, au niveau départemental, ont mis en avant le fait que les ruraux disaient, voilà, il n'y a plus la poste, Voilà. il n'y a plus la trésorerie, etc. Il n'y a plus de commerce. Et on entend tout ça. Il n'y a pas de transport. Et tout ça, on entend. Et tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Mais il ne faut pas avoir la nostalgie du bureau de poste, parce que le bureau de poste dans les communes rurales, il était ouvert 2 heures par jour, et en réalité, très peu de monde y allait. Il ne faut pas avoir cette nostalgie d'un service public passé. Et en Faut revanche, changer les habitudes. il faut réinventer le service public en espace rural. Il y a aujourd'hui, par exemple, des maisons de service public qui sont proposées aux communes rurales, dans lesquelles on retrouve la poste, on trouve des services de transport, on retrouve éventuellement des permanences d'avocats, on retrouve... Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut réinventer. Et en cela, le numérique est extrêmement important, et c'est probablement une priorité pour les espaces ruraux. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous titiller une dernière fois. On vous a vu intervenir récemment au Sénat sur le texte Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique. Mais est-ce que la vie politique ne devrait pas s'appliquer aussi au niveau transparence, corruption? On a vu pas mal d'absentéisme, par exemple. Pas mal de sénateurs pris dans des affaires de justice. Ça, c'est pas de la corruption, l'absentéisme. Non, mais la transparence. Faut faire transparence, pardon. Faut faire attention, C'est vrai. parce que à force de taper sur les parlementaires et de faire de l'antiparlementarisme, on fait croire aux Français que tous les parlementaires et tous les élus, d'une façon générale, sont des affreux jojo. Moi, je connais beaucoup d'élus, beaucoup d'élus, et la grande majorité d'entre eux sont des gens extrêmement dévoués à l'intérêt général. Alors évidemment, il y a eu des affaires, il y a eu des choses comme ça qui salissent le monde politique, évidemment, et personne n'en est fier. Mais en termes de transparence, d'abord, il n'y en a jamais assez, premier élément. Et deuxièmement, il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées dans les 5 dernières années. Et je peux vous dire que moi qui suis parlementaire depuis 6 ans maintenant, j'ai dû faire 5 déclarations de patrimoine depuis que je suis élue. Donc l'administration et les Français peuvent connaître parfaitement mon patrimoine. D'ailleurs, ils connaissent aussi celui de mon mari, éventuellement celui de mes enfants, ce qui d'ailleurs pose des problèmes éthiques, parce que mon mari n'a pas du tout envie que nos voisins connaissent son patrimoine à lui. Enfin bon, c'est la règle du jeu. Donc on a quand même si vous voulez, en matière de transparence, fait énormément d'efforts. Et c'est très bien, c'est très très bien. Je crains que ça ne soit jamais assez en réalité. Mais bon, allons dans le sens de la transparence. Moi, j'ai aucune difficulté avec cela. Et je pense que ça réconciliera aussi les Français avec la politique et le fait que leurs élus ne sont pas les affreux jojo dont on leur parle. Ça sera très bien comme conclusion. Merci beaucoup, Sophie Primas, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Merci. L'hebdo politique sur Sensation.